Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau IAD Talk webinaire qu'on organise tous les trimestres avec le réseau IAD. On a intitulé ce webinaire aujourd'hui comment diversifier son offre dans un marché en mutation et surtout dans un marché de l'immobilier qui entame une phase de reprise. On va le voir bien sûr avec nos trois invités. Alors dans un premier temps, on dressera avec nos invités un état des lieux du marché. On croisera un petit peu les retours d'expérience des uns et des autres. Ensuite, on verra quelles sont les attentes aujourd'hui des agents immobiliers, et surtout des outils et des stratégies qu'ils doivent adopter pour performer dans ce nouveau cycle de marché. Et enfin, peut-être avec nos invités aussi, on explorera un petit peu les innovations dont peuvent aussi se saisir nos auditeurs et téléspectateurs agents immobiliers. Alors, avec nous tout d'abord, pour nourrir ces débats, Stéphane Scarella, directeur du label Rent. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et directeur du label Rent et directeur du Salon Rent Paris 5 et 6 novembre prochain. Exact. Comment dirais-je, ça se passe bien, la commercialisation se passe comment? On est content? Ouais, on est content chez Rent? Ouais, on est content. Super. Avec nous également Thibault Lormier, directeur du succès client chez un fournisseur prestataire des agents immobiliers ImmoAdvisor, spécialiste des avis clients. Tout à fait. Bonjour Thibault. Et enfin avec nous le boss, le patron, Olivier Descamps, directeur général d'IAD France. Bonjour. Bonjour Christian. Très cher Olivier. Première question pour vous Olivier. On dit que depuis plusieurs mois, le marché de la transaction repart. Vous allez clôturer votre exercice 2024-2025 bientôt. Quelle observation vous faites aussi sur cette année que vous allez clôturer le marché? Loïc Quentin le disait hier, le pire est derrière nous, le marché a repris. Oui, c'est vrai, nous on clôture dans 10 jours, puisque nous on clôture fin juin. Donc le marché a commencé déjà à frémir, comme on a pu le dire ici, dès le mois d'octobre-novembre. Et on est sur un rythme là de globalement plus 25, plus 30% chaque mois depuis maintenant 4 mois. En transaction? En transaction. En compromis, c'était évidemment un peu plus tôt. Depuis janvier, on était sur des compromis, un volume de compromis qui avait fortement progressé. Et là, en acte signé, évidemment, avec le décalage des 2 à 3 mois, on a une belle croissance, oui, bien sûr. Okay. Est-ce que vous pourriez peut-être avancer quels sont les principaux facteurs de reprise? On dit que les vendeurs ont été un petit peu plus, un peu plus sages, ils ont compris la nouvelle réalité du marché. Et puis bien sûr, il y a les taux aussi qui sont arrivés à des niveaux tout à fait acceptables. Le premier déclencheur, c'était les taux. Oui. On l'a vu, dès que les taux sont repassés sous 4 et se sont rapprochés de 3, là on a vu le marché qui a vraiment basculé. Ensuite, ce qui est juste, c'est que les vendeurs sont devenus raisonnables, parfois de façon autonome, en disant voilà, mon bien, ça fait maintenant 1 an, 16 mois, 18 mois, je vais enfin me résigner à écouter ce que m'a dit mon conseiller et de le mettre au juste prix. Et ensuite, nous on le dit assez clairement, on a encore globalement près de 50% de nos mandats sur lesquels on signe un avenant de baisse de prix. Donc dans certains bassins, dans certaines villes, le marché reste encore un peu tendu, mais aujourd'hui entre les taux, plus des vendeurs qui sont devenus raisonnables, en face des acquéreurs qui sont devenus finançables, et au milieu des conseillers qui arrivent à faire en sorte que le vendeur revienne à la raison, fait que le marché, nous, on est sur un rythme, là, en tout cas pour nous, on est sur un rythme de faire quasiment une année record, celle post-Covid. Donc ça fera combien de transactions? Alors, difficile là, parce que sur l'année civile, on devrait approcher les 60 000 alors qu'on vient de 50 000 là. Et le record c'est 62 000 pour IAD, donc on est vraiment sur du gros volume là actuellement. Pour donner quelques chiffres, je sais que tu aimes bien les chiffres. Mais on adore les chiffres, allez-y, oui. On signe quasiment 1000 mandats par jour actuellement, tu vois. Donc, et vous disiez aussi, il y a quelques disparités en fonction aussi des régions. Il y a des régions qui se portent mieux que d'autres. Oui, il y a des bassins peut-être. Oui, parce que les prix, il y a des régions où les prix doivent encore un peu baisser. On parle de Nantes, on parle de Lyon, où c'est des corrections. Je répète toujours, Bordeaux, pareil, les prix s'étaient envolés avec l'arrivée du LGV ou du TGV. Il y a des villes où l'insécurité, on va parler de Nantes, Nantes qui était la ville où il fallait aller, il fallait vivre, c'était dans le top 3, je crois, il y a encore quelques années, souffre un peu. Donc là, il y a un réajustement des prix. Donc il y a certains bassins où ça s'ajuste, mais nous, en tout cas, on a un ciel bleu sur l'ensemble des départements, évidemment avec des disparités selon les villes, mais globalement, partout en France, ça se passe bien. Très bien. Stéphane, cette embellie du marché de l'immobilier, est-ce que vous l'observez aussi dans l'écosystème de la PropTech? D'abord, il faudrait redéfinir la PropTech. Excellente remarque. J'ai quand même le sentiment qu'on met un peu tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on met un peu tout dans la PropTech. Donc la PropTech, c'est aussi la FinTech, la LegalTech, etc. Si je prends une société qui n'est même plus une start-up, je peux la classer dans PropTech, FinTech, LegalTech. Ça, c'est le premier point. Alors, oui, par rapport à ce que vient de dire Olivier,
évidemment que sur l'ancien, on voit qu'il y a une dynamique, il y a des startups qui arrivent, on en parlera tout à l'heure, mais notamment autour de l'intelligence artificielle, mais pas que. Donc là, on voit qu'il y a une vraie dynamique. Je vais mettre un tout petit bémol, je vais dire non sur d'autres segments de marché. Tout ce qui touche au neuf, à la construction, à la promotion, là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on ne va pas faire le tableau des promoteurs aujourd'hui, parce que ça risquerait d'être saignant, mais en revanche, évidemment que dans la chaîne de valeur derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, pour tout ce qui touche à la transaction, à la distribution de l'immobilier ancien, pas de sujet. Sur la promotion et la construction, on va mettre un bémol. Mais bon, Okay. je pense que tout le monde est conscient de ça. Quoi. Et t'as raison, ce qui bloque également le locatif derrière. Alors oui, Le absolument. Locatif, par contre, la tension sur le locatif, elle reste très forte. On en reparlera après, ouais, effectivement. Ouais. Thibaut, chez ImmoAdvisor aussi, est-ce que là, pareil, même question, est-ce que la dynamique un petit peu, parce qu'on sait que 2023 et 2024 ont été des années difficiles pour le marché de l'immobilier, est-ce que aussi vous avez suivi cette tendance aussi chez ImmoAdvisor? Oui. Ouais. Tout à fait. Alors, je vais faire comme Stéphane, juste redéfinir ce qu'est ImmoAdvisor d'abord. Tout à fait. Excellente remarque aussi. Nous, ImmoAdvisor, donc on est une société française, nantaise. On existe depuis plus de 10 ans maintenant et on accompagne 30 000 professionnels de l'immobilier dans la gestion de leur e-réputation, ce qui s'appelle la réputation digitale. Ça se traduit à travers les avis garantis ImmoAdvisor qui sont multidiffusés sur des portails d'annonces. J'en parlerai un peu plus tard, je pense. Le presence management, donc la présence digitale, c'est-à-dire l'uniformité des informations diffusées sur le digital, et les avis Google et l'optimisation des fiches Google Business Profile. Donc oui, en fait, nos clients, avant tout, c'est les professionnels de l'immobilier. Donc forcément, les secousses du marché de l'immobilier, on les a ressenties nous aussi, on les a perçues chez ImmoAdvisor. Clairement, les années 2023-2024, en termes de résiliation de clients, ont été plus importantes historiquement pour nous. Et oui, je mets un peu les pieds dans le plat. Vous avez perdu des marchés. Évidemment, on a perdu des clients, mais c'est logique. Et on en parlait tout à l'heure en introduction, mais du coup, moi, je suis en charge de la relation client, donc des clients actuels ImmoAdvisor. Et en fait, ce que j'analyse particulièrement, c'est deux indicateurs, c'est résiliation et upsell. Donc upsell, c'est les opportunités d'accroissement, les opportunités de vente de fonctionnalités additionnelles. Sur la résiliation, c'est sûr qu'elle a augmenté, mais quand je l'analyse dans le détail, en fait, je me rends compte que 50% de la résiliation que l'on a eue est dédiée aux difficultés du marché immobilier, c'est-à-dire arrêt d'activité, faillite, liquidation judiciaire. 3000 agences immobilières ont mis la clé sous la porte l'an passé. Ouais. Tout à fait. Donc en fait, on colle au marché à ce niveau-là. Par contre, oui, il y a une embellie. En fait, on s'en est rendu compte déjà sur la fin de l'année dernière et ça se confirme sur le premier semestre où notre volume de résiliation là, a baissé de 20% par rapport à l'an passé. Et du coup, je parlais de l'autre indicateur qui est l'upsell. Pour le coup, notre volume d'upsell depuis le début de l'année a augmenté de 30%. Donc, c'est-à-dire que les pros de l'IMO réinvestissent dans des solutions digitales, donc ce qui est plutôt bon signe. Et enfin, il y a un dernier indicateur du coup qui est quand même le cœur de notre activité, qui est la collecte d'avis clients. Là, sur ce premier semestre, on est à plus 16% de volume d'avis collectés. Donc on peut le mettre en parallèle avec le dynamisme du marché et des transactions. On peut se dire qu'un avis collecté égale une transaction, grosso modo, même si ce n'est pas forcément la réalité. Donc en tout cas, ça témoigne de l'embellie qu'on ressent là depuis le début d'année. Donc ImmoAdvisor collecte l'avis client. Le client collecte des avis via ImmoAdvisor. Ok, d'accord. Non, mais pour expliquer un petit peu le mécanisme, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal qui nous écoutent et qui le regrettent, qui ne savent pas comment ça marche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement? Alors normalement, tous les mandataires IAD savent comment ça marche, parce que ce sont des clients. J'espère. Tout à fait. En fait, vous allez collecter l'avis de vos clients via la plateforme ImmoAdvisor. Vous pouvez le faire par email, par SMS ou en direct avec l'application mobile ImmoAdvisor. En fait, à chaque fois que vous avez sur des différents temps forts, en fait, si c'est de la signature notaire, si c'est de la visite d'appartement, etc., vous pouvez solliciter l'avis de vos clients. Et nous, ImmoAdvisor, notre métier, c'est de contrôler ensuite que les avis sont authentiques, donc de savoir si c'est un vrai client avec une preuve d'achat potentielle. Et ensuite, on les diffuse, nous, sur le site immoadvisor.com, qui fonctionne en fait comme un annuaire en fait, des professionnels de l'immobilier. Je parlais du fait qu'on avait 30 000 professionnels de l'immobilier comme clients. Et en fait, l'annuaire ImmoAdvisor va mettre en avant ce qu'on appelle des vitrines de ces professionnels, comme des mini-sites, en fait, si vous voulez. Et sur leurs mini-sites, justement, il y a tous leurs avis collectés qui apparaissent. Comme ça, quand vous êtes un acquéreur, quand vous voulez vous renseigner sur le professionnel, vous pouvez voir si c'est un professionnel fiable ou non. Très bien. Ok, parfait. Olivier, on parlait du marché, toujours. Il y a pas mal de réseaux haut de gamme qui, semble-t-il, s'en sont mieux sortis que ce qu'on appelle le mass market. Est-ce que chez vous aussi, le segment haut de gamme, il y a des prestiges, on en parlera peut-être un petit peu après, qui est votre pôle dédié à l'immobilier luxe. Est-ce que le segment du haut de gamme a plutôt bien résisté aussi chez vous?
Oui, je dirais qu'il a un peu moins souffert. Mais on va prendre une ville comme Nice, par exemple. Hein. Toute la partie Côte d'Azur, Provence a beaucoup moins souffert que dans certains bassins. Par contre, à l'inverse, hein, on parle de Paris qui résiste mieux, les étrangers reviennent, donc il y a des acquéreurs étrangers qui reviennent dynamiser le marché parisien. Mais aujourd'hui, on a aussi un temps de latence dans certaines stations balnéaires, puisque par définition, une station balnéaire est majoritairement équipée de biens en résidence secondaire. Aujourd'hui, la tension à vendre son bien quand c'est une résidence secondaire, elle est moins forte que quand c'est à résidence principale. Donc on a vu aussi dans certains bassins, je vais prendre l'île de Ré par exemple, où le marché aurait démarré plus tard, parce que les vendeurs se disent finalement je ne suis pas si pressé que ça de vendre, j'ai compris vos arguments, j'ai bien vu que le marché bougeait, j'ai bien vu qu'il fallait que je mette, mais moi finalement je vais encore attendre un peu. Donc oui, le marché a plutôt mieux résisté, mais dans certaines régions, la reprise a été un peu plus lente. Ok, et Thibaut, vous l'avez aussi un petit peu observé, ça aussi, ce que vos clients positionnés sur ce marché du luxe ont un peu mieux résisté que d'autres? Oui, alors pour être honnête, nous on est quand même, notre cœur de cible, c'est quand même plutôt l'agence immobilière classique ou le réseau de mandataires immobiliers, tel que IAD, qui est du coup client historique chez nous. Et j'ouvre une toute petite parenthèse, client qui a quand même dépassé le cap des 200 000 avis collectés via ImmoAdvisor cette année. C'est une performance assez énorme. Pas que 200 000, 200 000 à 4,92 sur 5. Voilà, tu fais bien de compléter. 200 000 à 4,92. 200 000 à 1,2, c'est pas d'accord. Comment est né, chercher une petite parole, comment est né ce partenariat entre vous deux, comment vous avez noué un petit peu tout cela? C'est un partenariat historique, parce que ça remonte à 2017 quand même. Et alors peut-être que tu seras mieux placé que moi pour en parler, parce que moi je n'étais pas là en 2017 à l'époque de la naissance de ce partenariat. Je pense que le partenariat a été monté par Laurent Molin, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, alors pas tous, mais la très grande majorité de nos conseillers ont évidemment ont un compte ImmoAdvisor, et ils l'ont également sur leur mini-site. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu balades sur le site, tu vois le nombre de transactions, enfin le nombre d'avis, le nombre d'avis collectés et les étoiles et les notes. Donc c'est quand même très très intéressant. Non, c'est un outil qui marche très bien chez nous. Oui, puis les mandataires se concurrencent un peu entre eux aussi sur le niveau de notes qu'ils ont au global, etc. Donc c'est une émulation saine. Et puis alors maintenant, tout ça c'est derrière nous, mais pendant quelques années, il y avait un doute sur la qualité de la prestation des mandataires. Là aujourd'hui, un avis certifié par un tiers de confiance externe. À la fin, le client, quand il te met 4,92 sur 5, sur 200 000 avis, voilà. Bon, on peut toujours discuter de ce que font bien ou mal les mandataires. À la fin, c'est comme le client qui juge. Le client héros, c'est clair. C'est important pour nous. Oui, clairement. Donc, du coup, je referme ma parenthèse sur l'idée, parce que la question portait sur le secteur du luxe. On a quand même donc, du coup, quelques clients, nous, et en fait, moi, je vais analyser deux indicateurs en fait, chez nous. Du coup, c'est le volume d'avis collectés, comme je disais tout à l'heure. Avis collecté, on peut le transformer en transactions réalisées, donc dynamisme de l'activité. On est quand même sur une petite baisse sur 2023-2024 d'environ 10% d'avis collectés chez nous pour le secteur du luxe. En revanche, en parallèle de ça, j'analyse un autre indicateur qui est l'accroissement, donc c'est-à-dire le fait de doter des agences d'un réseau de luxe qui n'avaient pas ImmoAdvisor de la solution ImmoAdvisor. Et ça, en fait, sur les 3 dernières années, on est à plus 30% d'accroissement. Ce qui veut dire qu'en fait, le secteur du haut de gamme a plutôt bien résisté et a surtout continué d'investir dans la digitalisation de son service. Ok, très bien. Stéphane, je reviens sur le marché PropTech, celui que vous maîtrisez parfaitement. Les levées de fonds se sont assez taries quand même ces dernières années. Est-ce qu'on peut estimer qu'elles vont repartir? On a vu Danim qui avait levé 2 millions d'euros il y a quelques jours. Est-ce que vous aviez peut-être une vue d'ensemble sur cette question? Les investisseurs, où en sont-ils dans la PropTech? Il y a un chiffre qu'il faut donner et qui est assez frappant. On a perdu 50% de financement en 2 ans. Ça veut dire qu'en 2 ans, 50% de moins de fonds d'investissement, de corporates qui investissent dans les startups, qu'elles soient PropTech, FinTech, LegalTech. Je fais quand même un gros chapeau dans la PropTech. Ça, c'est un chiffre qui parle et bien évidemment que c'est majeur. À côté de ça, il y a un rebond là, on le voit. Il y a des réalités qui ne sont pas du tout les mêmes. Premier élément, la France reste une terre d'attractivité très forte pour le financement et pour les startups, juste derrière l'Angleterre au niveau européen. Ça, il faut quand même le rappeler à chaque fois. C'est-à-dire que voilà, on est une terre d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Il y a beaucoup de boîtes qui se créent, il y a beaucoup de startups, et donc il y a beaucoup de choses à financer. Il faut être honnête, ces 7-8 dernières années, Olivier parlait de 2017, donc tu vois, on a démarré Rent en 2014. Je pense que ImmoAdvisor a rencontré IAD sur Rent, certainement, en 2017. Dans cette trajectoire-là, toute cette trajectoire-là, elle a vu
fleurir un nombre de startups complètement fou, financer des startups de manière complètement déraisonnable par endroit. Bon, voilà, il faut juste dire que ça s'est arrêté. Que, bien évidemment, les fonds d'investissement, pour ceux qui sont restés sur des lignes PropTech, parce que beaucoup sont partis et ont arrêté les lignes PropTech ou les ont mises dans d'autres pays européens, ceux-là, ils sont plus vigilants, ils font plus attention, etc. Mais pour autant, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, il y a des startups. Il y avait Check and Visit l'année dernière qui a fait une belle levée de fonds à 11 millions. Tu parlais d'Anime qu'on connaît bien dans l'écosystème qui a levé aussi. Donc voilà, il y a de l'argent qui est mis dans des startups. Simplement, les fonds sont plus vigilants. Les corporates qui avaient un peu disparu, si je prends par exemple un acteur comme Nexity, par exemple le grand promoteur, pour que ça parle à tout le monde, qui avait son app, qui incubait des startups, qui rachetait des startups, qui mettait de l'argent dedans, ça s'est arrêté. Mais parce qu'il n'a pas eu d'autre choix que de se reconcentrer eu égard à la situation qui vivait. Là, la petite musique laisse à penser que voilà, on s'intéresse à nouveau et donc ça va repartir. Ça va aussi repartir parce qu'il y a une vague qui est en train d'arriver, qui est arrivée, c'est un tsunami, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il y a énormément de startups qui se créent autour de l'intelligence artificielle au sens large pour venir apporter une solution. Après, c'est avec de l'IA, mais le vrai sujet, c'est j'apporte une solution aux professionnels. Et ça va évidemment... Je présume en tout cas en 2026 être un très bon signe de retour, de reprise. Olivier, vous avez aussi une observation à faire sur ce monde des investisseurs dans l'immobilier. Nous, on est soutenus par des investisseurs. On a la chance, nous, dès la création d'IAD, où nos cofondateurs ont voulu la rentabilité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment un peu déraisonnable, des investissements sur des entreprises qui burnaient des millions, des dizaines de millions d'euros. On en connaît quelques-uns. Et aujourd'hui, la raison est revenue. Et aujourd'hui, donc, on dit voilà, stop. Aujourd'hui, moi, j'investis dans des entreprises qui sont rentables. Et aujourd'hui, la rentabilité, c'est le deuxième la rentabilité. Donc, on dit, voilà, donc, et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent un frémissement où il commence à revenir un intérêt un peu plus offensif, je dirais, certains fonds, notamment autour de l'IA, autour de solutions digitales. Voilà, mais je pense qu'on ne revivra pas un marché où c'était j'investis à tour de bras sans réfléchir, presque sans réfléchir, en pariant sur un succès à 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est devenu raisonnable dans ses investissements, je pense. Je pense que la course, la frénésie aux multiples, on va le dire comme ça pour que tout le monde comprenne bien, aux multiples et aux valorisations, ça s'est arrêté. Okay. Et c'est probablement tant mieux. Ça veut dire simplement qu'on est revenu sur des choses un peu plus raisonnables, un peu plus logiques. Tu as un business model, il y a une rentabilité, il y a une date pour cette rentabilité, il y a un plan de développement. Voilà. Et chez ImmoAdvisor, comment est-ce que vous êtes financé à votre lancement? Alors nous, vous levez des fonds aussi Non, pas du tout. Nous, c'est peut-être une question un petit peu confidentielle que je pose, mais... Non, je peux dire, on est 100% indépendant, 100% autofinancé et 100% rentable. Et 100% rentable. Okay, voilà, nous on n'a jamais levé de fonds, ça n'a jamais été dans l'ADN d'ImmoAdvisor. Okay. Et ça depuis le début. Donc... je ne me sens pas concerné. Si, évidemment, si, j'écoute, mais pour le coup, nous, on n'est pas concernés par ces sujets-là. Ouais. Très bien. Alors, on a intitulé cette table ronde comment diversifier son offre en tant qu'agent immobilier, bien sûr, dans un marché en mutation et dans un marché qui repart. On va ouvrir un chantier sur une thématique sur les outils. Alors là, la question va être très large que je vous pose à tous les trois. Je vais commencer peut-être par Stéphane. La question est très vaste, pardonne-moi. Quels sont, selon toi, les outils indispensables que doivent aujourd'hui... Ah oui. Elle est vaste. Elle est vaste. Si on peut en donner un ou deux. Pour toi, qu'est-ce qui te semble indispensable? Je suis agent immobilier, je me lance pour que je performe. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors, je ne suis pas le mieux passé, je ne suis pas agent immobilier. En revanche, je vois beaucoup de solutions arriver sur Rennes pour justement leur permettre d'être plus efficaces. Je reviens sur ce tsunami qu'est l'intelligence artificielle et toutes les solutions qui vont avec. Il y a énormément de choses. Ça va de la prospection à la qualification de ses leads, etc. Moi, ce que je veux juste passer comme message, c'est que voilà, une révolution comme celle qui est en train d'arriver, et c'est pas moi qui le dis, bien évidemment, c'est Google qui le dit. Les gens de chez Google disent que c'est la 3e révolution après l'arrivée de l'Internet, celle du mobile, il y a celle de l'IA. Et ils sont d'ailleurs bien placés pour en parler parce qu'ils sont les premiers menacés avec leur search. Donc, cette révolution-là, bon, dans la granularité, on arrive au segment de l'immobilier, on arrive aux professionnels de l'immobilier, qu'est-ce qu'on fait? Cette révolution, moi, je pense qu'il faut l'embrasser. Une vague, ça se surfe, une révolution, ça s'embrasse et on y va. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre tous les outils avec, évidemment, discernement,
avec recul quand on peut, avec de la formation aussi, parce qu'on en reparlera, mais l'intelligence artificielle, c'est une opportunité énorme. Ça peut être aussi par endroit une menace, il faut faire attention. Ça sera la baseline de Rent, je te la donne en avant-première. Attention à l'IA. Non, IA, opportunité. Carrefour. Opportunité. Olivier, vous dites qu'est-ce que l'IA? Très bien. IA, meilleur ami, meilleur ennemi, point d'interrogation. Voilà, ça sera ça. C'est la baseline du Rent du 5 et 6 novembre prochain. Pourquoi? Okay. Parce que meilleur ami, bien évidemment. Enfin, on utilise tous aujourd'hui des solutions d'IA et les professionnels d'immobilier aussi, bien sûr. Et il faut y aller au maximum parce que c'est gagner du temps de prospection, du temps pour travailler autre chose, c'est donc gagner de l'argent, etc., etc. Meilleur ennemi par endroit parce que dans certains segments d'activité, on y reviendra, ça peut être un danger pour certains. Ça peut être aussi faire attention à la véracité des informations qui sont transmises par l'IA. Qu'est-ce qu'on fait des données, etc., etc. Donc, on voit poindre comme ça quelques sujets. On voit poindre aussi que ces IA font de l'audience. Elles font de l'audience, donc elles ont une part de visibilité, une part d'audience, donc de référencement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu as des secteurs d'activité, je pense au portail, etc. J'utilise un peu, mais voilà, sur lesquels, là, il y a peut-être un peu de danger, on ne sait pas. Donc, des solutions, il y en a beaucoup. Et je pense que nos camarades qui sont avec les professionnels immobiliers ou agents immobiliers vous en donneront mieux que moi. J'en vois beaucoup, on en verra beaucoup sur Rent, qui n'était pas là il y a 6 mois. Par exemple, qui n'était pas là il y a un an. Tu peux nous donner un Quand exemple? tu prends l'intelligence artificielle conversationnelle, par exemple, où tu te dis, aujourd'hui je suis dans une agence, 10h, 19h, ok, pas le dimanche, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a des solutions pour que quand quelqu'un fait une recherche immobilière sur ton site internet ou sur un portail, quand il appelle, bah on lui répond à 20h, à 21h, le dimanche. Et c'est une IA. Et on prend rendez-vous, etc. Et c'est assez remarquable à observer. Et c'est d'une qualité qui, chaque jour, progresse. Donc, il y a des acteurs, dans l'ancien, dans le neuf, je pense aux promoteurs qui maintenant commencent à beaucoup utiliser ça, parce qu'ils avaient quasiment stoppé toute leur force de vente, évidemment, puisqu'ils ne savaient pas comment les faire travailler. Donc, là, ça repart, mais ça repart autrement, avec d'autres outils, notamment des outils d'IA. Et les outils IA chez IAD? C'est un exemple, il y en a plein. Oui, j'imagine que... En fait, je dirais ça dépasse même l'IA. En fait, moi, je pense qu'il y a 3 sujets, en fait. Oui. Il y a un, quels sont les services attendus par le client final? Dans les outils attendus dans les solutions ou les prestations, on peut parler de l'avis de valeur. Estimer au plus justement bien et donner en temps réel les informations de localisation, de services, de transport en commun, de scolarité, mais de sécurité aussi. En disant, est-ce que je prends un exemple, aux États-Unis, on renseigne maintenant sur les annonces si la rue est éclairée toute la nuit et ils donnent le taux de criminalité. Donc on va voir qu'est-ce qu'attendent les clients finaux comme service. Et là, ensuite il y a nos conseillers. Nos conseillers, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se libérer de tâches chronophages sans valeur ajoutée pour passer plus de temps avec leurs clients. Et là, pour le coup, l'IA, l'IA, on parlait, l'IA qui devient, moi je rappelle, on dit l'assistant intelligent, nous on n'a pas du tout parlé d'IA, c'est un assistant intelligent qui va me permettre de gagner du temps, de me libérer du temps pour passer plus de temps physiquement dans les visites, dans la connaissance, dans l'appréhension de nos clients. Et ensuite, il y a une troisième catégorie, c'est qu'est-ce que ça va venir changer dans le marché, sur le business. On peut parler des portails. Aujourd'hui, très clairement, la donnée est chez nous. Nous avons les biens. Demain, est-ce que demain, je ne dirais pas à ChatGPT, donne-moi les 3 appartements dans le 15e arrondissement de 3 chambres qui pourraient me correspondre sur le site d'IAD France. De quel cas je passe plus par les portails. Je ne sais pas, possible. Il peut y avoir ça. Alors donc comment est-ce que les portails vont se réinventer finalement? Et après, je pense que c'est une grande question. Oui, et après il y a juste un dernier point de vue, c'est quelles sont les données, la data qui va être à disposition des clients finaux, et donc comment on repense notre valeur ajoutée dans la relation. On va prendre l'exemple tout simple, l'accès à la data, c'est pas l'IA, l'accès à DVF, à la base, permet à tous les Français de connaître le prix de vente des biens qui les entourent. Tu reviens 15 ans en arrière. Tu reviens même 3 ans, puisque je crois que ça a été ouvert il y a 3 ans. Tout ça, c'est une donnée qui appartenait qu'aux professionnels. Donc aujourd'hui, comment ça va venir bouleverser la relation entre les conseillers, les clients finaux, les opérateurs? Donc là, il faut observer ça. En tout cas, moi, je partage. On est dedans, on est déjà dans l'IA, on est déjà dans ces solutions. Mais il faut être... je pense qu'il y aura des bouleversements. Est-ce qu'il y a des freins à l'acceptation de l'IA chez les mandataires et chez les agents immobiliers d'une façon? Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'il y a une appréhension? Est-ce qu'il y a une...
Je dirais qu'il y a plutôt un taux peur, je dirais non. Je dirais qu'il y a plutôt un gros taux d'adoption. Hein. Je le dis très souvent. La première, nous, on l'a intégré, par exemple, dans les annonces. Toutes nos annonces sont générées par une IA, proposées au conseiller. Et le conseiller dit ok, génial, ce mot, cette tournure de phrase, cette entame d'annonce me convient moins bien, il vient corriger. Toujours relire. Hein, l'IA, c'est un assistant, il faut vérifier. Non, mais par exemple, est-ce qu'ils utilisent ChatGPT, par exemple, pour rédiger leurs annonces, enfin, en tout cas pour non, mais nous, c'est intégré. En fait, dès qu'ils signent un mandat, c'est automatisé. Ils remplissent une fiche de renseignement, on va l'appeler comme ça, et c'est poussé sur notre plateforme, et derrière, on leur envoie 2 propositions d'annonce. Et là, ils choisissent. C'est intégré. C'est intégré dans le parcours. Olivier a raison, il faut intégrer aussi une donnée qui est importante, c'est que là on dit comment l'agent immobilier, le professionnel peut adopter l'IA, mais il y a un élément fondamental, c'est que en face le client final, parce que c'est à ça qu'il faut penser, le client final qui est dans un parcours immobilier d'acquisition, de location, que sais-je, lui il utilise l'IA. Bien sûr. Lui il est allé faire regarder les transactions sur ChatGPT, les volumes, les prix, etc. Il est allé sur Perplexity taper je cherche à acquérir à l'île de Ré, on en parlait tout à l'heure, comment ça se passe, quelles sont les dernières tendances, les prix, l'évolution, etc. Et là, quand vous faites cet usage-là de l'IA, ce qui est le cas des clients probablement dans la majeure partie des cas maintenant et de plus en plus, vous êtes agent immobilier, vous avez intérêt à vous mettre rapidement sur ces outils, à les utiliser, parce que le client va vous poser la question à un moment donné, ou va arriver avec des éléments qu'il a été trouvé grâce à l'IA, si vous n'êtes pas en capacité de. Donc l'IA, elle est là pour me rendre meilleur, selon moi, encore plus dans cette notion servicielle, expertise, le pro, que le client final. Donc ça va obliger chacun à monter son niveau de jeu. Ah bah, c'est vrai pour nous. C'est clair. C'est vrai pour nous au quotidien. Donc j'imagine que dans leur job, c'est une évidence. Sinon, ceux qui ne font pas ça vont rester, à mon avis, auront des difficultés. On le voit déjà actuellement, hein, ceux qui ne sont pas mis sur les outils, ceux qui ne sont pas mis sur la digitalisation ont des difficultés. Mais je reprends l'exemple de la vie de valeur. Il y a encore quelques années, dire voilà, je vais vous donner aujourd'hui, dans votre quartier, le prix moyen des 5 maisons qui se sont vendues dans les 6 derniers mois. Le client demain, il te dit, pas la peine, j'ai déjà, monsieur, je vais regarder, moi. Et donc, quelle valeur ajoutée va avoir le conseiller? Quelle valeur ajoutée de service va proposer le mandataire, le pro de l'immobilier? Ça, c'est des vrais enjeux. J'imagine que l'IA aussi, vous l'intégrez chez ImmoAdvisor. Oui, tout à fait. Et si oui, comment? En fait, nous, déjà, on l'intègre au quotidien dans les usages professionnels, mais ça, comme tout le monde. Et on l'a intégré aussi dans notre outil. Dans les process, dans les outils, c'est ça? Et même, on a une fonctionnalité, en fait, parce que Olivier parlait tout à l'heure d'assistant IA et surtout de réduire les tâches chronophages. Donc, nous, on a sorti l'année dernière, et d'ailleurs... Pour l'agent immobilier. Pour l'agent immobilier. Pour l'agent immobilier. Exactement. On l'a annoncé au Rent l'année dernière, évidemment, parce que c'est là où tout se passe. La réponse aux avis via l'intelligence artificielle. En gros, concrètement, ça permet à des professionnels qui n'ont soit pas le temps, soit pas d'inspiration, de céder de l'IA. C'est vraiment un assistant pour pouvoir répondre aux avis clients qu'ils ont collectés. Concrètement, nous, en fait, on a développé notre propre prompt spécifique au métier de l'immobilier. Et en fait, après, l'agent immobilier, lui, a la main pour soit 100% automatiser la réponse aux avis via l'IA, donc c'est-à-dire qu'il n'y répond jamais lui-même, c'est l'IA qui fait le travail pour lui, soit c'est modulable et il peut avoir une proposition de texte de la part de l'IA et le remodifier derrière. En fait, c'est quoi l'intérêt? Il y a quand même 3 gros avantages pour lui. C'est un gain de temps. En fait, on estime que ça sauvegarde presque 2 heures par semaine à l'agent immobilier pour le fait de ne pas avoir à répondre lui-même à ses avis, d'utiliser cette fonctionnalité. Donc ces 2 heures-là, il peut les utiliser à faire évidemment bien autre chose bien sûr. Métier, de la prospection, etc. La qualité des réponses, mine de rien, elle est meilleure sur les avis clients avec l'IA. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, déjà, c'est bête à dire, mais c'est... Il faut quand même relire, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais évidemment, il y a toujours une notion de contrôle. C'est pour ça que je disais, on peut 100% automatiser ou quand même avoir une proposition et relire derrière. Et le troisième atout, c'est qu'il y a quand même une réactivité, ça permet de répondre assez rapidement aux avis clients collectés. Et on le sait, en fait, c'est quand même un gage de réassurance quand on voit un pro qui a des avis clients, qu'on voit qu'il n'a pas mis 1 an à répondre à ses avis clients. Ça veut dire qu'on sait que quand même ce pro-là, on peut lui faire confiance, il est dynamique, etc. Donc cette fonctionnalité-là, elle est complètement intégrée maintenant dans nos produits. Donc c'est dire si l'IA vraiment est présente chez ImmoAdvisor. Ce gain de temps, on parle nous avec les équipes, là, on est en train de tester le compte-rendu de visite. Sujet qui est, tu fais la visite du bien avec ton client, tu reviens. Ça prenait un temps fou avant. Tu reviens, tu t'assois. Là aujourd'hui, on est en train de tester, on a une app mobile pour l'ensemble des conseillers. Je fais la visite, je dicte ma visite, je fais ma visite. L'IA entend les observations de mon client. Terminé, visite terminée, et appuie, proposition. Je suis à peine monté dans la voiture que j'envoie le compte rendu à mon client.
Le gain de temps, il est c'est juste énorme. Incroyable. et te souvenir, le client m'a dit, oui, il m'a dit qu'il voulait une salle de bain, douche à l'italienne, il voulait une baignoire. Il y a beaucoup d'informations. Donc, et ça aujourd'hui, Et ça, vous l'avez depuis combien de temps chez IAD on est en train de le tester là. Ah, c'est en phase de test là. Ce sera. Nous, on a un cap management, donc on va accueillir au mois de janvier 1600 coachs, managers de toute la France, et on va leur présenter ces solutions-là qui sont en test. On a un club utilisateur, nous on a 400 conseillers qui sont dans un club utilisateur et qui testent toutes les fonctionnalités, tous les sujets, on avance. Et donc on prépare tout ça, donc c'est en test actuellement, et on le présentera, et on l'offrira à on mettra à disposition de tous nos conseillers début 2026. D'accord, donc ça veut dire que forcément après, donc j'imagine que ça va être adopté. Donc il va falloir former aussi certainement les agents immobiliers. Ça, vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt bien munis. Vous chez IAD, vous avez des pôles de formation solides en présentiel. Oui, c'est ça. On a un peu plus de 220 espaces de coworking et de formation, et on a 700 formateurs sur tout le territoire. Mais après, à la question tout à l'heure, quel est les outils, moi j'ai presque envie, à l'invitation qu'on peut faire à tous ceux qui nous regardent, c'est déjà utiliser tout ce que vous avez. Parce qu'en fait, il y a tellement un nombre de livraisons de solutions tous les jours. On est abreuvé. Et donc, c'est de se dire, on se pose, qu'est-ce que j'ai dans la panoplie, qu'est-ce que j'ai dans la boîte à outils, et si je commençais déjà à utiliser 75% de tout ce qui est mis à disposition, qu'est-ce que je peux en faire Bien sûr. Tu vois, c'est le syndrome de l'iPhone. Qui a lu le mode d'emploi de l'iPhone quand il l'a reçu? Personne. Et donc, tu découvres. Complètement raison. L'usage, c'est la clé. C'est la clé absolue. Il y a l'usage. Il y a l'adoption, il n'y a pas l'usage. C'est la différence entre l'iPhone et l'Apple Watch. Voilà, c'est tout. Alors Thibaut, outre les avis clients, est-ce que vous avez aussi, est-ce qu'il vous semble qu'il y ait des solutions dans la PropTech, qui vous semblent intéressantes et dont on n'a pas encore parlé? Non, on a quand même pas mal couvert le sujet, mais moi c'est pas vraiment une solution, c'est plutôt une tendance que je vois un peu observer, qui émerge, et du coup Olivier en parlait, c'est ce phénomène de boîte à outils. Je trouve qu'il y a énormément de solutions pour être au contact des pros, agents ou mandataires, je le vois, ils ont je sais pas combien d'applications sur leur téléphone, et en fait ils ne savent plus vraiment où donner de la tête. Chaque année il y a des nouvelles solutions, des nouvelles innovations, etc. Et en fait moi je ressens plutôt une tendance qui est à un peu la simplification et la centralisation surtout de toutes ces solutions en un seul et même endroit. On a une expression en anglais qui dit qu'on veut des plateformes all-in-one, donc tout en un. Et c'est un peu moi la tendance que je perçois et que je ressens là sur le marché en ce moment. D'ailleurs nous en fait c'est un peu. Et qui est-ce qui centralise alors Pour l'instant, il n'y a pas encore d'acteurs qui ont émergé. C'est vrai que nous, on s'est un peu développé dans ce sens-là, parce que de base, on est juste une solution entre guillemets d'avis client. On a intégré ce que j'appelais le presence management aussi au début. Maintenant, la réponse aux avis via l'IA. Dans le futur, je fais un petit peu de teasing, mais on va continuer de se développer et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités au sein même d'ImoAdvisor. Donc en fait, un seul outil, une seule plateforme, mais avec plusieurs fonctionnalités. Et c'est en tout cas moi ce que je perçois de la part des professionnels, de se dire c'est chouette, j'ai plein d'outils, je sais pas quoi en faire, je sais pas comment l'utiliser. Si au moins tout était au même endroit, ça serait plus simple et je pourrais les utiliser, ça simplifierait mon métier. Parce que ImoAdvisor aussi a changé son écosystème. Vous avez un nouveau site. Ouais, tout à fait. Vous avez un nouveau site. Vous avez un site qui parle aussi au client final. Tout à fait, qui parle aux particuliers. Voilà, qui parle aux particuliers. Aux acquéreurs, carrément. Aux acquéreurs. Ouais, complètement. Comment est-ce que ça s'articule tout cela? Alors, en fait, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, nous, donc on a refondu ce site-là en début d'année. Oui. Ce qui a changé, c'est notre approche où justement, c'était intéressant parce que tu parlais des particuliers et des acquéreurs. Pour le coup, on a fait des ateliers immersifs auprès de particuliers pour savoir, voilà, vous, quand vous vous rendez sur un site comme ImoAdvisor, quelles sont les infos que vous voulez voir et de quoi avez-vous besoin. Et en fait, c'est assez dingue parce que unanimement, ce qui est ressorti, c'est j'ai besoin d'avoir confiance et j'ai besoin de voir que c'est un professionnel fiable, mais j'ai besoin de voir l'humain derrière aussi. Donc concrètement, ce qui a changé chez nous, c'est d'humaniser un peu plus. Je parlais des vitrines ImoAdvisor, donc des mini-sites. L'agent immobilier, on humanise l'agent immobilier. Voilà, on réhumanise l'agent immobilier. Okay. Donc on a intégré des photos de l'agence, des photos des collaborateurs. Les particuliers aiment bien voir qui travaille dans l'agence. Bien sûr. Les avis clients, évidemment, ça leur permet de voir que c'est pas des faux avis, c'est fiable. Donc il y a la photo des équipes, il y a la photo des équipes, il y a la photo des biens immobiliers, la photo même des vidéos. Il n'y a pas les annonces en revanche, bien sûr. Non, il n'y a pas les annonces. Il n'y a pas les annonces. Par contre, les avis ImoAdvisor sont diffusés sur les portails d'annonces. Oui, ok, très bien. Voilà. Mais par contre, non, on n'intègre pas encore les annonces immobilières. Là, je pense qu'il ne serait pas content de. Exactement. Chacun son métier. Chacun son métier. Ouais. Oui, Olivier, alors on en a parlé tout au début. Vous avez lancé IAD Prestige. Oui. C'était cette année? En janvier. C'était en janvier.
parce que là on parle comment est-ce qu'on se diversifie en tant qu'agent immobilier dans un monde en mutation. Là aussi c'est un moyen de se diversifier quand on est agent mandataire chez IAD, et peut-être aussi à qui ça s'adresse en particulier, à quel profil de mandataire s'adresse IAD Prestige. Au-delà d'une diversification, je ne sais pas si on parlera après de la location ou de la gestion locative, qui est vraiment un métier. Là aujourd'hui le Prestige existait déjà chez IAD. Et en fait, on a deux profils. Hein. On a ceux qui vivent dans des bassins où tous les biens sont Prestige. On parle de l'île de Ré, par exemple. Hein. Quand on a une valeur moyenne de biens à 1,5 million en moyenne, bon, bah là, on est dans le Prestige. Donc, comment on équipe, comment on accompagne nos conseillers qui sont dans le Prestige, et comment on accompagne ceux qui, par opportunité, hein, dans une ville qui est, je dirais, dans un bassin classique, quand il y a le bien ou les biens Prestige, comment on les accompagne. Donc, c'était vraiment se dire, qu'est-ce qu'on fait. Donc, d'abord, comme toujours, on était formation, donc formation à comment je traite ce bien. Deuxième élément, comment et ce bien et ses clients, pardon. Derrière, on a mis en place une brochure. Hein, donc on a une brochure dans laquelle on recense les biens vendus en France, mais également dans les autres pays, parce qu'on est à l'international. Et troisième élément, notre site va être refondu là dans tout début juillet. On a un nouveau site qui va être mis en place, parce qu'on a presque, je pense qu'on passera les 100 000 annonces dans quelques jours. Hein, donc 100 000 annonces sur le portail, je vais l'appeler comme ça, le portail IAD France. Le site qui s'adresse aux particuliers. Le site particulier. Ok. Et donc là, on va avoir une verticale. Hein, il y aura une rubrique complètement dédiée au Prestige pour pouvoir retrouver les biens Prestige. Et autour de ça, on a également une solution qui s'appelle Overseas, hein, qui permet à des acquéreurs étrangers, en fait, le concept est assez simple. Dans des pays où nous ne sommes pas présents, on est dans 8 pays, mais on n'est pas dans tous les pays du monde, bien évidemment, et ne serait-ce qu'en Europe, on a presque 1000 conseillers qui sont habilités Overseas by IAD. C'est-à-dire qu'ils ont passé une formation, ils ont passé des tests de langue, et à chaque fois qu'un acquéreur étranger voit un bien on a référencé nos annonces sur ces sites internationaux, et dès qu'un acquéreur étranger voit un bien qui l'intéresse, plutôt que d'aller directement sur le conseiller qui a rentré le mandat chez nous, qui peut-être ne parle pas anglais, ou pas très bien allemand, là on route ça directement sur l'un des 1000 conseillers du réseau, qui vraiment vivent leur vie classique, mais en même temps sont ses référents, ses habilités Overseas. Ils prennent en charge, comme un peu un chasseur d'appartements, un chasseur de biens, prennent en charge cet acquéreur étranger en disant « Monsieur, je m'occupe de vous. Vous venez quand, en vacances, la recherche », donc il fait tout le travail pour son collègue qui est lui qui a rentré le mandat, et si jamais l'affaire se réalise, il se partage la commission. Donc ça permet aussi d'aller capter, parce que évidemment les étrangers majoritairement achètent des biens de prestige ou des biens atypiques, hein, selon les régions. Mais à Paris, par exemple, c'est quasiment nécessaire. C'est quasiment un marché de prestige maintenant, Paris. Bien sûr. Et les étrangers achètent les biens de prestige. Donc voilà, on a des belles performances. On est en forte croissance là sur le prestige depuis plusieurs mois. Et un petit chiffre. Je crois non. On adore les chiffres. On est à plus 18%. Plus 18% sur ce segment de marché. Sur ce segment de marché-là. Et aujourd'hui, on a également cette brochure, hein, qui évidemment peut se faire imprimer, mais elle est également... Oui, c'est ça, c'est une brochure papier. Les deux. Le digital aussi. Digital aussi, ok. C'est-à-dire que comme ça, chacun de nos conseillers peut partager. Et on a fait une signature, il y a des prestiges, pour ceux qui vivent dans ces bassins de prestige, donc ils peuvent partager cette brochure en ligne à leurs clients. Ce marché du prestige, finalement, c'est le seul marché qui résiste à toutes les crises. Il a souffert un peu quand même, hein. Il a souffert un peu, mais il s'est maintenu. C'est des volumes qui sont moins importants. Donc, c'est ça, les volumes sont faibles. Les volumes sont faibles. On parlait de Paris là, ça veut dire, quand tu regardes le volume de transactions sur Paris sur une année, c'est quelques centaines, je ne sais même pas si on compte en milliers sur ce segment-là. Vous voulez dire au-delà, par exemple, je crois que c'est 3 millions, 1,5 million. Non, au-delà d'1,5 million. On est quand même, c'est pas la France, quoi. Ok, c'est pas le marché. Et c'est pour ça que nous, on s'est mis sur le segment du prestige et pas du luxe. Ah, il y a une nuance entre les deux. Oui, il y a une nuance, enfin, c'est notre nuance, et nous on en parle avec prudence. On n'est pas leader, on est leader de la transaction, mais on n'est pas leader sur le prestige, hein, et pas sur le luxe. Le luxe, souvent on dit c'est au-delà de 2,5 millions, et le prestige c'est au-delà d'1 million. Chacun a ses règles. Donc par contre le marché du luxe, lui, a souffert fortement. Étrangers. Les Russes, par exemple. La guerre en Ukraine a freiné un peu les Russes qui commencent à revenir. Voilà. Mais nous, c'est un marché de niche pour nous. Mais ça va, on a l'ambition, hein, comme toujours, d'avoir la part de marché sur le prestige comme celle qu'on a dans la transaction classique. Donc c'est un peu l'ambition qu'on s'est donnée en interne. Mais c'est surtout pour mieux accompagner les conseillers qui sont
qui sont confrontés à des biens de prestige et des clients qui veulent acheter des biens de prestige. Et vous évoquiez le marché de la location, le marché de la gestion locative. Est-ce que ça, c'est aussi une offre, un segment de marché que vous développez, qui vous intéresse et qui... Oui. Alors, Oui. il nous intéresse et on l'a investi au sens énergie et au sens euro, puisque on a HomePilot, qui était une start-up de gestion locative, nous a rejoint il y a un peu plus de 2 ans. Et donc aujourd'hui, on va développer, on est vraiment très offensif sur la location et la gestion locative. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, on a un directeur d'HomePilot qui nous a rejoint lundi pour piloter cette activité au sein d'IA Défense. Pourquoi on est offensif ? Parce que d'abord, c'est le cercle vertueux. Pendant presque 15 ans, on sait qu'on a de l'ordre de 15% de nos compromis qui sont signés par des investisseurs. Donc ils vont mettre le bien directement en location. Oui. Et nous, très souvent, on leur disait, c'est un peu comme ça que je le raconte, merci, bravo, bonne chance, salut. Là, aujourd'hui, on dit, vous investissez, vous cherchez un locataire, vous seriez intéressé pour qu'on gère également votre bien ? Oui. Et donc, on a toute la chaîne, donc on va jusqu'au bout, le fameux agence 360. Donc là, on le joue comme ça. Et pourquoi vertueux ? Parce que quand le propriétaire bailleur aura décidé de remettre son bien en vente, il va appeler le conseiller. Bien sûr. En disant, tiens, d'abord, ne remettez pas en location, je veux vendre, vous voulez vendre, il nous donne, si on a été bon, il nous donne le mandat, alors que pendant des années, ce mandat, il partait à la concurrence, pour être très clair, puisque comme la concurrence faisait de la gestion locative, voilà. Donc on était à 3000 lots, on était à 3000 lots il y a un peu plus de 2 ans, on vient de passer la barre des 9000, et on voudrait dans les 3 ans passer la barre des 30 000 lots, alors à la fois en développement par les synergies avec les conseillers aidés, c'est un beau volume, par le développement, là aussi, directement parce qu'on a un site HomePilot by AD sur lequel on veut développer des partenariats, les moteurs de recherche, les comparateurs, et également par de la croissance externe, puisqu'on rachète des lots, on rachète des lots de gestion, assez régulièrement. On a une équipe qui est dédiée sur le sujet, donc c'est les trois chemins qui vont nous permettre de tripler, on va dire ça, de tripler dans les années à venir la taille. Donc ça c'est vraiment important. Et dernier élément, ça apporte également un revenu récurrent quand on est que sur la transaction. Alors nos conseillers sont sur la transaction. Mais quand on a des biens en gestion locative, on sait qu'on a là, c'est des petits ruisseaux comparés à la commission de transaction. Mais quand on commence à avoir 10, 15, 20, 100, 200, 300, 400, 500 biens en gestion locative, là, on a un revenu récurrent qui, entre la transaction one-shot, la récurrence de gestion locative et la récurrence managériale qu'on propose, nous, à nos managers, on commence à avoir une entreprise qui... ils commencent, quand je dis pas notre entreprise, la leur, ils commencent à avoir une entreprise qui a un revenu qui leur permet de se dire, tiens, j'ai une visibilité là... Du récurrent. Vous voulez rajouter quelque chose, Stéphane ? Non, je citais l'exemple, je dis c'est Canal+, mais c'est l'expression consacrée. C'est le business model de l'abonnement. Alors, c'est des plus petits tickets, mais il y a une récurrence. Et c'est vrai que quand les marchés fluctuent et que ça va moins bien sur la transaction, un entrepreneur, parce que c'est le cas, qui a un portefeuille de gestion, il a au moins cette sécurité-là, ce matelas-là de gestion. L'exemple que je prends souvent pour présenter en interne la gestion locative et le locatif, quand on a été confiné avec le Covid, les loyers ont continué à être payés. Bien évidemment. On n'a pas pu faire de transaction, mais chacun payait son loyer. Et donc, c'est ce qui a sauvé beaucoup d'agences immobilières qui avaient un portefeuille de gestion. Bien sûr. Tu as complètement raison, puisqu'ils ne vendaient plus rien. C'est le bon exemple. Et donc, ce revenu récurrent, il est intéressant pour nous, réseau, il est intéressant pour chacun de nos entrepreneurs, en disant, je sais que j'ai un revenu récurrent, j'ai un matelas de revenus important, et après, il y a ce cercle vertueux en disant, je conserve la relation avec mon client, et quand il décidera de remettre en vente son bien, je serai toujours là présent. Et chez Moodvisor, vous avez aussi des administrateurs de biens en client ? En client, oui, on en a aussi. Après, c'est pas ce qui est vraiment représentatif de notre clientèle, mais oui. Parce que l'avis client dans la gestion aussi. Dans la gestion locative, il est important. Il est un peu plus touchy que dans l'acquisition, parce que dans la gestion locative, il peut y avoir plutôt un pourcentage un peu plus élevé d'avis mitigés, on va dire, en fonction de comment se passe la prestation. Mais oui, il y a des gros volumes d'avis collectés, parce que pour le coup, comme disait Olivier, en fait, le flux, il est quand même beaucoup plus récurrent. Donc là où sur une transaction, une acquisition, c'est un avis client par mois, grosso modo, sur la gestion locative, ça peut être en fonction du portefeuille, une dizaine, une vingtaine d'avis clients collectés, quoi. On vit, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ce marché nous intéresse, parce que on sait que c'est pas ça. On vit avec son client investisseur, avec son client final locataire pendant plusieurs années. Et évidemment, là, l'accompagnement... C'est ça, il est vraiment sur le long terme. Exactement. Et donc aujourd'hui, venir un peu bousculer ce marché pour essayer d'avoir dans quelques années 200 000 avis positifs là-dessus, c'est intéressant parce que c'est un métier qui est très différent de la transaction. Complètement. On vit très longtemps
nous, c'est presque du one-shot. Hein. On vit intensément pendant 6 mois avec son client, je vais le dire comme ça, en transaction. Et ensuite, la relation reste distante, puisqu'il y a, dans la gestion locative, on l'accompagne durant tout le parcours du mandat. Donc ça dure quelques années. Il nous reste quelques minutes. Stéphane Scarella, la trajectoire du salon, du label Rent, quelle est-elle? Là, elle est déjà, c'est le 5 et 6 novembre. la trajectoire. Pourquoi c'est important de venir sur Rent? Pourquoi c'est important? Parce que je pense, en tout cas c'est l'ADN de Rent et ce sur quoi on travaille toute la journée, on a pour ambition de faire en sorte que ce soit une agora. C'est là où se disent les choses, où se dévoilent les choses, les innovations bien évidemment, parce qu'on a plus de 100 startups, et donc il y a toujours des choses nouvelles. C'est là où les contenus, les conférences, les plateaux télé, et j'en passe, on va aborder des thèmes qu'on n'a pas entendus ailleurs. On va mettre sur scène des gens qu'on n'a pas vus ailleurs et qui sont des spécialistes, des experts français, internationaux, du thème abordé. Donc ça, c'est un très gros travail pour nous, parce que pas d'empiler les gens sur scène pour que ça soit intéressant. Il faut vraiment travailler un angle. Si je te dis Search is dead, so what les portails, je vais te dire, une fois que j'ai dit ça, très bien. Crois-moi qu'il faut convaincre. C'est compliqué d'enchaîner derrière. Crois-moi qu'il faut convaincre. Et donc, il faut dire aux patrons de portail, français ou internationaux, viens sur scène parce que tu as un public de professionnels. Ouais. Et c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis dans la salle et je me dis, je suis pro de l'immobilier, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre sur Rennes pour la 12e année au mois de novembre. 12e année. Et là, on travaille. Donc ça, c'est un gros sujet. Donc il faut venir parce que la promesse, c'est quand même qu'on reparte un peu plus intelligent que quand on est arrivé. C'est vrai pour nous, avec beaucoup d'humilité. C'est de dire, voilà, encore une fois, quel sujet on doit cranter, quel casting on doit mettre sur scène. Premier point. Deuxième point, c'est notre KPI principal, nous, c'est que c'est un énorme endroit pour faire du business. Et que quand on a 400 exposants, qu'il y a 12, 13 000, 14 000 visiteurs, ce qu'on attend cette année, l'équation c'est quand même que tous nos exposants fassent du business. Alors ils n'ont pas tous le même KPI, c'est-à-dire qu'il y a des, quand ils sont sur Rent, ils ont un KPI de recrutement, etc. Et est-ce que vous avez réussi à convaincre IAD d'être exposant au salon Rent pour les c'est un vrai partenaire depuis toujours de Rent, sous différentes formes. Moi je ne fais pas une course... tu vois, aux exposants. Le salon, il est plein. On a cette chance, je touche du bois, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, parce que les choses, elles sont à la fois fragiles et difficiles. Il faut beaucoup travailler, mais IAD, c'est un vrai partenaire depuis très longtemps. Et son KPI est différent de celui d'un ImmoAdvisor ou d'un Boîte-Immo qui vend du CRM. Mais il y a quelque chose qui est essentiel, c'est que pendant ces 2 jours-là, et c'est eux qui le disent, c'est probablement un momentum où leur carnet de commandes se remplit le plus. Et c'est ça, quelque part, nous, sur quoi on travaille. C'est un événement qui est très héroïste. Il doit rester très héroïste, mais c'est aussi un événement très inspirant. Et en plus de ça, c'est aussi un événement très international et très C-level. Donc voilà, la trajectoire, pour l'instant, on est focus sur 5 et 6 novembre. Et puis, on va avoir beaucoup de surprises. En plus, c'est un événement de partage entre pros de l'immobilier. Oui, c'est ça. Oui. C'est un événement. C'est l'événement de l'industrie. Exactement. C'est l'événement immobilier de l'année. Oui. Au-delà même de la tech. Oui, on a presque malgré nous, parce que finalement il n'y en a qu'un. Bon, il y a le congrès de la FNM aussi qui est un moment important aussi, un congrès politique qui a son chemin, qui est essentiel bien évidemment. Mais ce qu'on a réussi, en tout cas presque malgré nous, j'allais dire, c'est que l'ADN d'innovation du départ est toujours là, et c'est devenu au gré des éditions et de ce qu'on a pu construire comme événement. Olivier a raison, le rendez-vous de l'industrie. Ça c'est très intéressant parce qu'effectivement. Tous les acteurs sont là, tous les décideurs sont là. Alors évidemment, derrière, tu draines beaucoup de médias, 65 journalistes, tout le monde vient aussi. Donc il y a comme ça une mayonnaise, le terme n'est pas du tout joli, mais c'est un peu ça auquel je pense. Et puis, tout le corporate et tous les institutionnels. Parce que les ministres du numérique, du logement. Donc c'est ça qu'on a réussi à faire. Oui, Valérie Létard était parmi nous en novembre dernier. Absolument. Elle sera là, si elle est encore là, elle sera là au mois de novembre, comme Clara Chapa sera là. On en parlait sur Vivatech l'autre jour. Mais on essaye aussi de créer des nouveaux axes et des propositions de valeur un peu différentes. Cette année, c'est le retour des promoteurs. Voilà, enfin, tant mieux. En tant qu'exposant aussi. Donc on est très content. Mais il faut leur faire une proposition de valeur. Il ne s'agit pas de dire exposant, viens, ça n'a pas de sens. Il faut une proposition de valeur avec différentes briques, différents éléments dans cette proposition. C'est ce qu'on travaille avec les promoteurs. On va avoir une proposition de valeur autour du recrutement. Oui, pourquoi ? Parce que le recrutement, on s'aperçoit, sur Rent aussi, signe des contrats, advisor, signe des contrats salaires, tac. Les gens, ils viennent avec de l'engagement. L'engagement, c'est aussi de changer de boulot. Pour certains, c'est de trouver un nouveau maillot,
très très vite. Et donc il y a une espèce de mercato qui s'opérait comme ça sans qu'on sache. Tant mieux, c'est super. Là, on essaie juste de l'organiser et encore une fois de donner des éléments factuels de réflexion et de débat aux gens qui sont intéressés par ça. Donc il y aura un village recrutement entre guillemets avec des acteurs de recrutement, des startups de l'InsurTech pour donner à Olivier Ayadé des solutions sur la gestion des CV. Je prends cet exemple, mais il y en a 1000. Ok. On va essayer de créer cette nouvelle proposition de valeur. Et Ouais, Thibaut, un petit peu teasing, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, je peux Ils vont forcément annoncer un truc. On va forcément annoncer un truc, mais je suis trop désolé, ça doit rester confidentiel ici. Je vois que c'est l'endroit où ça s'annonce. C'est l'endroit où ça Attends. s'annonce, exactement. Et nous, pour rebondir sur ce que disait chouette. Stéphane, ça fait quand même 10 ans qu'on vient sur le salon du Rent. Et en fait, c'est vrai que sur 2 jours, tu vois quasiment plus de clients que sur l'ensemble de l'année. Parce qu'en fait, tous les acteurs sont présents. Tout En fait, le monde vient. Tout le monde vient. Donc tu passes ton temps à réseauter, à discuter avec tes clients que tu n'as pas pu voir pendant l'année, de prendre conscience de eux, quelle est leur situation, comment se passe le marché, leur activité, etc. Donc c'est une opportunité géniale pour voir nos clients. Effectivement, on fera une annonce sur le Rent, mais pour l'instant, je suis désolé. C'est trop tôt. Garde-la, c'est marrant. Ça arrange. Ça arrange, Olivier, qu'est-ce que tu vas annoncer? Qu'est-ce que tu vas annoncer, sur là? Déjà, nous, on est partenaire depuis longtemps, mais on le fera sous une forme différente Ah, cette oui. année. Ah, Donc, attention. mais je peux rien dire non plus. Ok, Surprise, on peut pas parler du format. Non, mais on le fera. Ça s'est signé il y a 48 heures. Ah oui. Donc on va être présent de façon différente. Donc on va être encore un peu plus visible, encore un peu plus présent au Rennes qu'on ne l'était les années précédentes. D'accord, très bien. Dernière question que je vais vous poser à tous les trois. Perspective de marché pour cette fin d'année. Allez, donnez-moi un petit peu votre vision. On va commencer par Stéphane. Comment est-ce que tu vois le marché de l'IMO dans les 6 mois qui viennent? Bon, alors, j'ai pas de boule de cristal, mais Ouais. la trajectoire est quand même bien engagée. Et Olivier le disait tout à l'heure, la FNEM a donné ce matin, je crois, 11%, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Mhm. Non, je pense que l'année, elle est quand même bien engagée. Il faudrait alors évidemment, que l'environnement géopolitique est ce qu'il est, que si demain ça se On est dégrade toujours face à encore, des incertitudes, hein, de toute façon, on mettra ouais. des casques et j'en sais rien. Mais là, si on est un tout petit peu objectif, en tout cas sur l'ancien, c'est sûr, la trajectoire est très très bien lancée. Olivier en parlera mieux que moi. Sur le neuf, qui est aussi important, j'ai quand même le sentiment que là aussi, notre chef fond de la piscine et que ça repart. Ils ont un sujet. Il y a des signes qui indiquent que le marché du neuf repart? Il y a quelques signaux faibles qui sont en train d'arriver. Ouais. Après, j'oublie pas non plus qu'on a une inflation qui a largement disparu, on va dire comme ça. Des taux d'intérêt qui, normalement, devraient un peu encore, peut-être, continuer un peu à baisser. Voilà, aujourd'hui, le neuf, concurrent de l'ancien concurrent du neuf, parce qu'ils n'ont plus de dispositif de défiscalisation, donc ils ont perdu tous les investisseurs. C'est très, très compliqué. Mais, voilà. Bon, après, on rentre en 2026 dans une année électorale aussi, des maires, qui est un sujet très important, notamment pour la promotion, etc. Donc, est-ce que ça va créer de l'attentisme, etc. Je pense quand même qu'il y a une dynamique sur l'année. En tout cas, là, je pense que ça devrait aller. Thibaut, même Je question. rejoins ce que dit Stéphane. Compliqué d'avoir une boule de cristal, mais par contre intéressant. Du coup, là, sur ces derniers jours, moi, j'avais pas mal de rendez-vous parisiens, notamment avec des clients promoteurs immobiliers. Et en fait, même sur la promotion immobilière, il y a pas mal de livraisons prévues là sur le deuxième semestre. Oui. Donc, c'est aussi un signal encourageant de se dire, oui, on poursuit quand même une embellie là sur 2025. Après, sous réserve de tous les facteurs qu'on ne maîtrise pas, dont parlait Stéphane, et notamment sur 2026. Mais en tout cas, pour l'année 2025, a priori, le trend est plutôt bon et va continuer de se poursuivre plutôt positivement. Très bien. Le mot de la fin pour Olivier. Non, mais pour compléter, hein, nous, Ouais. il y a un indicateur qui est à savoir, c'est le stock de compromis que nous avons. Hein. Ouais. Donc, on a un stock de compromis très important. Donc, la visibilité à 3-4 mois, on l'a. Donc, on sait que les 3-4 prochains mois seront très forts, puisqu'on a engrangé beaucoup de compromis. Donc, on est assez rassuré. Qu'est-ce qui va faire bouger le marché? Les taux. Les taux vont se stabiliser. Nous, on dit des 3-11, on est à 3-11. taux. Ouais, on est à 3,11, quelle que soit la durée. Donc, T'as 3. se situer à... On peut être à 3. Ouais, en dessous de, ouais, on emprunte sur 10 ans, on peut emprunter en dessous de 3. Ouais, oui, ouais. mais Ouais, sur globalement, 10 ans, on est à ouais. 3,11 sur l'ensemble des durées. Donc, les taux, on est bien. Le marché devrait, on pense, nous situer autour des... On dit toujours, hein, un marché à 930 000 transacts et des taux aux alentours de 3. Globalement, tout le monde s'est travaillé. Hein. La FNAIM a annoncé hier 940 000 transactions. Ouais, Ce qui est quand même sur exceptionnel. Enfin, ce pardon, qui est quand même un très bon. Parce que là, je Non, veux mais- dire, on parle de... Remettons-nous il y a 10 ans en arrière, Oui. 700 et quelques mille transactions, tout le monde Bien applaudissait des deux mains. Bien sûr. Je veux dire, là, on est à 940 000. Ouais. Tout va bien. Après, ce dont on a besoin et qui permettrait au marché d'accélérer encore un peu plus que la reprise qu'on voit là, c'est tout ce qu'on fait autour de l'investisseur, le propriétaire bailleur, le fameux statut de bailleur privé. Ouais. Essentiel. Ça devrait sortir là, on l'espère, à la rentrée. Parce qu'en fait, le marché, il veut quoi? Il veut la visibilité. L'investisseur, donc là,
Et ça nous permettrait de libérer la location. Ça reste très tendu. Donc les investisseurs sont attentifs. Donc l'attente, elle est sur le statut de bailleur privé, qui nous sont importants. Et après, une stabilité, une visibilité sur tout ce qui tourne autour de la rénovation. On n'a pas parlé ce matin, mais la rénovation, entre la prime rénov qui est suspendue, le DPE qui va avoir un QR code depuis hier. Puis qui revient. La prime rénov revient. Elle est partie, mais elle revient. Pour les monogestes. Franchement. Que pour les monogestes. Elle revient que pour les monogestes. Entre nous, c'est quand même. Oui, Et donc c'est pas très sérieux tout ça. Au mieux, c'est de l'amateurisme. Au pire, c'est. Et donc c'est pour ça que pour qu'on accélère encore, pour que cette reprise s'accélère, il faut une visibilité sur la fiscalité pour les propriétaires, bailleurs, investisseurs. Et il faut qu'on ait une stabilité sur la rénovation. On ne peut pas arrêter une prime rénov, la remettre en place après, appuyer vraiment en place, mais sinon c'est que le monogeste. Et puis personne ne comprend rien. On comprend pas. La hausse des droits de mutation à titre onéreux a eu un impact un petit peu sur les ventes ou pas? On a vu un peu d'accélération dans le mois qui a précédé l'augmentation pour gagner 500, 1000 ou 1500 euros. Ouais. Sincèrement, on n'a pas vu de gros impact. Après, il n'y a pas non plus beaucoup de départements qui l'ont... Enfin, je sais pas d'ailleurs. Je crois qu'on en a... J'ai oublié, je crois que c'est 60 sur la... Ah oui, ok. Il y en a quand même pas mal qui l'ont fait. Mais non, il n'y a pas eu d'impact très, très, très puissant. Pour conclure, est-ce que Olivier, vous pourriez nous rappeler, enfin surtout, convaincre les auditeurs qui nous regardent, les agents immobiliers qui nous regardent, pourquoi est-ce qu'il faut rejoindre IAD ? Parce que des gens voyagent léger chez vous, ça vous avez l'habitude de dire. D'abord, il faut rejoindre, avant de rejoindre IAD, il faut rejoindre l'immobilier, oui. Qui est l'un des plus beaux métiers qui existent. Oui. On accompagne quand même des Français et des Françaises dans leur projet de vie, dans le projet de vie le plus important. Quand on interroge les Français, ça reste le projet de vie, c'est ma maison, mon acquisition. Donc ça, c'est un beau métier. Pourquoi le faire chez IAD ? Parce que on entre dans une entreprise dont le modèle et centré sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, tu vois, c'était intéressant, on parlait des agences. La photo, mais on dit, ça fait 17 ans qu'on met la photo de nos agents. C'est pas IAD le champion. Le champion, c'est celui qui est entrepreneur et qui vient, sous l'ombrelle d'IAD, réussir sa vie d'entrepreneur. Donc, vient de nous rejoindre parce que, on est centré sur l'entrepreneur, on voyage léger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends toujours l'exemple, on a un manager chez nous qui a 2000 personnes dans son organisation, dans les 8 pays dans le monde, ça lui coûte 163 € par mois. 163 € par mois. Donc, et je m'amuse très souvent pour aller à peine plus cher qu'un abonnement Netflix, tu crées ta boîte, quoi. Ouais. Tu crées ta boîte. Et ta boîte internationale, qui génère un fonds de commerce. Et ensuite, c'est parce qu'on a doté, et tout ça n'arrive pas par hasard, on a doté l'ensemble de nos équipes d'outils performants, et tu l'as dit alors, et de formation. On pourra parler dans les activités, c'est le décret sur la formation initiale. Je le dis régulièrement, mais la formation initiale, on en fait depuis 17 ans. Puisqu'on a... Notre mission, c'est de permettre à chacun de réussir dans l'immobilier. Quand tu permets à chacun de réussir, si tu n'es pas hyper fort dans la formation initiale, comment on peut être numéro 1 en 17 ans si on ne forme pas nos équipes ? Et ce qu'on voit, tous les pros qui nous rejoignent depuis la crise immobilière, on a beaucoup de pros qui nous ont rejoints, ils nous disent « Waouh, c'est ça la formation IAD ?» On ne m'avait pas raconté ça, moi, quand j'étais pas entré. Et donc la formation, c'est génial. Donc les éléments, c'est 1, l'immobilier, c'est génial. 2, être entrepreneur, c'est la tendance lourde qui donne une liberté de dingue à tous ceux qui nous rejoignent. On voyage léger, donc il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de financement, on n'a pas l'épée de Damoclès d'un remboursement de prêt parce qu'on est léger. Dotation des outils, formation, et à la fin c'est une communauté, parce qu'on parle de rent, mais nous on va retrouver... on va être à peu près 2500, je pense. C'est aussi une famille, une team qui se réunit régulièrement pour fêter, célébrer. Je pense que ImmoAdvisor a déjà été invité plusieurs fois aussi à nos événements. Où là, on sera à 2500 mi-septembre pour accueillir et fêter. Donc, c'est une communauté qui vit ensemble. J'aime à dire, c'est une communauté d'entrepreneurs interdépendants. Donc, c'est... Voilà, mais tu peux nous rejoindre quand tu veux, Christian. Eh ben écoute, c'est pas prévu, mais j'y penserai si... parce qu'avec ChatGPT, le métier de journaliste, il risque d'être peut-être un petit peu esquinté. Mais ça, c'est un autre sujet. Je voulais pas t'en parler. C'est un autre sujet. Oui, mais l'analyse, etc., il te restera toute l'année, etc. Merci mille fois, Olivier, pour ce nouveau IAD Talk. On est ravis toujours de le faire avec vous. Merci mille fois, Stéphane, aussi. Merci pour d'avoir l'invitation. accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et merci mille fois aussi, Thibaut, merci d'avoir accepté cette invitation. Rendez-vous pour un nouveau IAD Talk. On n'a pas encore la date, mais ça sera en septembre prochain. Au revoir à tous et encore merci.